Bon ben, merci à tous d'être venus, toutes et tous. Merci à merci à l'Institut de cancer d'être partenaire avec nous depuis maintenant 2 ans sur ces soirées de conférences. On peut parler de démocratie en santé parce que ça permet à tout le monde d'élargir son éventail de connaissances. Et puis, pour nous, ça nous permet de reconnaître notre pathologie et d'être plus actifs et puis de pouvoir savoir ce qui se passe. Donc, je vais laisser la parole à Laurent qui va commencer. Donc, merci de nous avoir invités. Merci, Guillaume. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, de toute façon. On va voir déjà que vous êtes un des partenaires les plus fréquents que l'on rencontre dans nos activités. Et donc, c'est bien de la démocratie en santé, puisque ce qu'on veut, c'est échanger nos impressions. Là, on a mis bilan, c'est un bien grand mot, c'est plutôt des réflexions, les premières réflexions à chaud avec ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, et donc voir comment on peut s'en servir pour l'année prochaine. Donc, Octobre Rose. Donc, je me suis renseigné quand même, puisque ça paraît tellement évident. Mais donc, ça a commencé en 1985 et c'était l'American Cancer Society avec une entreprise qui s'appelle Imperial Chemical Industries Pharma, qui fabrique le médicament qui était le plus prescrit dans le cancer du sein. Tamoxifène, pour ne pas le nommer. Donc, il y avait quand même une idée sous-jacente. Donc, ça a été repris en 1994, mais toujours par des entreprises, en fait, donc Estée Lauder, Clinique et le magazine Marie-Claire. 2 objectifs, récolter des fonds pour la recherche médicale et sensibiliser au dépistage. Et donc, cette collaboration, c'était le message, c'était le cancer du sein, parlons-en. Et plusieurs années plus tard, donc ça s'est rebaptisé Ruban Rose. Donc, tous les mois d'octobre, il y a de nombreuses actions pour sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce et de récolter des fonds pour la recherche. Donc, en 2021, ça a été repris par l'OMS, en fait, dans une initiative mondiale contre le cancer du sein, et qui a l'objectif, c'était de réduire les taux de mortalité de 2,5 par an d'ici 2040 pour sauver 2,5 millions de personnes. 3 piliers, détection précoce, diagnostic rapide et gestion complète du cancer du sein. Avec en plus donc, le quatrième pilier, donc la nécessité d'apporter un soutien aux personnes ayant une expérience de cancer. Donc, pendant ce mois, ils ont dit, toutes les parties prenantes doivent examiner les progrès, réfléchir, renouveler les engagements, créer une vie. Donc, leur message, c'est personne ne devrait affronter le cancer seul. Donc, plus les gens sont accompagnés, mieux ça se passe. Donc, 4 objectifs, si on retient tout ça: favoriser la recherche, favoriser la prévention. Donc, en France, la prévention est apparue plutôt depuis mars 2002. C'est une erreur. C'est 2002 où on a commencé à parler de démocratie sanitaire, de prévention. Et que Kouchner a mis la prévention un peu en avant. Puisque dans la majorité des politiques de santé, c'est 97% pour le soin, 3% pour la prévention. Donc un petit déséquilibre qui fait qu'on est un peu... Voilà. Donc il y a la définition des comportements à risque qui peut poser problème quand on se met dans une logique individuelle en face d'une logique collective.
peut nous reprocher d'être stigmatisant en disant il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Voilà. Favoriser le dépistage, donc ça, moi, je suis pour. Je ne me suis pas présenté, mais on se connaît, même quand je suis responsable du pôle dépistage à l'ICPF. Et donc, favoriser l'accompagnement. Donc là, je pense que vous êtes particulièrement dans cette cible, hein, et en particulier donc, le développement de tous les soins de support. On ne peut pas recevoir de dons. Et après, je ne sais pas, comme le pôle recherche est tout jeune encore, je ne sais pas s'il y a des liens à faire ou si il faut lancer cette idée à voir. Comme j'avais rien, donc j'ai retrouvé donc une interview du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui ont interviewé les dirigeants de l'INCa en leur disant c'est quoi vos dernières innovations pour lutter contre le cancer du sein. Donc c'est une nouvelle technique de mammographie qui est la tomosynthèse, hein, et la lecture des images avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est beaucoup discuté, savoir si c'est l'intelligence artificielle d'abord et après le radiologue qui contrôle, ou si c'est l'inverse, ou si c'est les deux en même temps. Donc ça, il y a plein d'études en cours, mais ce n'est pas les mêmes intelligences artificielles, ce n'est pas les mêmes logiciels, ce n'est pas les mêmes radiologues, c'est compliqué pour l'instant de dire ce qu'il faut faire. Les progrès thérapeutiques, ça concerne à la fois et le traitement local et le traitement systémique de la maladie. Donc le traitement conservateur, qui est maintenant le plus recommandé, a bénéficié des progrès de la radiothérapie et des traitements hypofractionnés. Donc on fait des doses beaucoup moins longtemps et moins longues, et des traitements néoadjuvants qui permettent de contrôler sans avoir une chirurgie importante. Et les traitements systémiques, donc il y a plein de nouvelles molécules, il y a plein de nouveaux protocoles et des nouvelles familles thérapeutiques aussi. Ça, on pourra en reparler plus tard avec Jean-François, qui est plus dans ça que moi. Hein. Et donc l'introduction des immunothérapies, hein, qui pourraient à terme remplacer les chimiothérapies, puisqu'on a de meilleurs résultats. Et donc les résultats s'améliorent, immunothérapie versus chimiothérapie. Donc ça, c'était les dernières innovations qui sont déjà applicables. Ensuite, attends, s'il revient juste, désolé. L'objectif principal, c'est la désescalade thérapeutique. On soigne de moins en moins avec des résultats qui sont de mieux en mieux. On essaie de diminuer les effets secondaires, les séquelles liées au traitement et d'adapter avec des choses qui provoquent moins d'inconvénients. Et donc ça, c'est le souci permanent dans toutes les nouvelles études. Vas-y, hein, c'est bon. Et alors ça, c'est plutôt de la fiction, du futur. Un peu des médicaments qui vont cibler le métabolisme, donc pas les cellules directement, mais les éléments qui la font fonctionner avec donc des nouveaux traitements. La plasticité cellulaire, c'est la théorie qui fait que des cellules peuvent métastaser et coloniser un autre organe. Et donc, le fait qu'elle s'adapte à ce nouvel organe, ça s'appelle la plasticité cellulaire. Donc, il n'y a pas encore de médicaments découverts là-dessus, mais c'est une piste et ça a l'air de servir, de les intéresser beaucoup, de savoir comment ces cellules peuvent se transformer.
La dormance tumorale, hein, donc c'est ces cellules qui voyagent. L'intérêt, ça ne serait pas de les supprimer, parce que quand on veut les supprimer, ça crée des résistances, mais ça serait de les maintenir en coma permanent. Hein, et ça, en ciblant plutôt leur système d'information que les cellules. Et donc les progrès de l'imagerie aussi. Hein, donc avec l'intelligence artificielle, on a maintenant des aides au diagnostic et même des aides au pronostic. En fonction d'une image, l'intelligence artificielle est capable de dire ce qu'elle va donner dans 5 ans. Mais bon, ça aussi, c'est toujours sous condition, puisque l'intelligence artificielle qui s'auto-apprend, à la fin, on ne sait plus quels sont les critères qui font qu'elle décide. Et donc là, il y a eu une étude faite aux États-Unis avec une intelligence artificielle qui était basée sur une population blanche. Et quand on prenait une population jaune ou noire, les résultats étaient complètement délirants, puisque ça ne correspondait pas à la population. Et s'il n'y avait pas eu quelqu'un derrière pour contrôler, l'intelligence artificielle aurait dit n'importe quoi. Donc c'est un progrès, mais c'est un progrès qui peut être dangereux, donc il faut être vigilant et savoir comment on peut le contrôler. Alors, deuxième pilier, la prévention. Alors, on a une présentation qu'on fait, donc j'en avais marre de la voir, donc j'ai regardé ailleurs et je suis allé sur un site de l'OMS. J'ai lu les facteurs de risque, donc l'âge, l'obésité, les antécédents familiaux, les irradiations, le tabac, l'absence d'activité physique adaptée et il ne parle pas de l'alcool. Ah oui. Donc j'ai rajouté, moi, l'alcool. C'est sûr que voilà. Mais bon, ils n'en parlent pas. Bon, c'était l'OMS Méditerranée. Hein. C'est peut-être donc il y a une majorité de musulmans qui ne boivent pas d'alcool et que ça leur parlait pas. Mais ce que je ne comprenais pas, pourquoi il n'y avait pas d'alcool, qui est quand même tabac, alcool, c'est quand même les deux grands facteurs. Donc, comment réduire ces risques, hein. Et donc en bas, je vous ai mis les chiffres dans Polynésie. Donc, surcharge pondérale, 70% de la population. Les gens qui privilégient fruits et légumes, c'est 12% de la population. L'alcool, c'est la consommation la plus élevée du Pacifique. Et le tabac, la prévalence, c'est 41%. Donc, on est dans un environnement où la prévention a beaucoup à faire. Le dépistage. Donc, ce qui nous concerne directement, nos objectifs, nous, c'est d'augmenter la qualité du dépistage. Donc, vérifier la performance des machines, vérifier la performance des lecteurs, voir si l'intelligence artificielle peut améliorer la lecture. Augmenter la quantité, puisque vous savez qu'une femme sur 2 qui est éligible à la mammographie ne fait pas sa mammographie. Donc, on cherche comment convaincre ces femmes, les informer et les convaincre de passer à l'acte. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est diminuer les inégalités d'accès. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont vraiment dans un parcours de soins, qui auraient plutôt tendance à surconsommer des dépistages et des qu'on ne voit jamais et qui, elles, sont totalement absentes. L'accompagnement, hein, donc tous les soins de support, donc ça, je sais que vous les promouvez. Hein. Donc il y a des soins socles, des soins complémentaires, tous les gens qui peuvent participer à ces soins de support. Et donc une nouveauté, c'est un focus sur lequel on insiste, c'est que comme le cancer, on en guérit dans la majorité des cas, on pense d'emblée à la reprise du travail. Et il y a plein de guides, de recommandations
pour favoriser la reprise du travail. On pourra vous fournir. 2024, voilà ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Laure Carléo, je suis chargée de projet du coup en santé publique. Je t'en prie. Bonjour. Donc, je travaille avec Laurent au pôle dépistage. Du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu notre calendrier d'octobre 2024 et puis je passerai aussi du coup la parole à Marie. Elle montrera en fait des actions aussi d'Amazon. Alors, nos interventions en entreprise en administration, donc c'était une action qui avait déjà été commencée en fait les années précédentes. Et là, on a été très, très sollicités. On avait déjà été sollicités dans le cadre de Juin Vert pour la campagne contre le cancer du col de l'utérus. Et là, pour Octobre Rose, on a été de nouveau sollicités. Je sais que Amazon Pacifique est intervenu à la Banque de Polynésie il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Je vais vous dire un petit peu les objectifs. Donc, sur ce projet-là, en fait, je vous ai indiqué en fait, des objectifs, que ce soit donc, pour les administrations et les entreprises. Hein, c'est vrai que pour eux, en fait, c'est un moyen de s'engager dans la prévention en santé. Hein, donc, ces ateliers, en fait, souvent, on les fait sous forme d'1 heure, 1h30, en petits groupes, 10-15 personnes à peu près. Hein. C'est rare qu'on soit un petit peu plus. Donc, c'est vrai que, voilà, on a souvent des questions. Bien sûr, nous, on est là. Laurent, voilà, présente ce qu'est le cancer, quels sont les facteurs de risque, les comportements à avoir pour essayer de lutter contre le cancer, ou en tout cas prévenir le cancer. Mais voilà, c'est vrai que ça permet tout de suite vraiment d'échanger. Pour les entreprises, c'est aussi donc se mobiliser pour lutter en fait, contre le cancer et d'afficher cet engagement. Il faut savoir qu'en fait, il y a 40%. Tout à l'heure, tu l'évoquais, c'est vrai que là, la nouveauté de cette année, on a fait aussi un focus sur l'emploi et le cancer et le retour à l'emploi, puisque maintenant on a des documents, des supports qu'on a réussi à avoir. Et donc souvent, il y a des responsables de service qui sont présents lors de ces interventions, des managers, et donc ils sont intéressés pour savoir en fait, voilà, la personne qui a eu un cancer, comment est-ce qu'on l'accueille après à son retour. Donc on explique les guides thérapeutiques, voilà. Et puis il y a des guides qui sont bien faits aussi sur des réflexions que peuvent avoir les personnes qui ont été atteintes d'un cancer, et donc comment le manager, responsable d'équipe, peut accompagner cette reprise de poste. Et puis donc c'est ce que je vous évoquais, donc soutenir les équipes quand on a une personne qui a atteint d'un cancer, et en tout cas aussi pouvoir en fait en parler de manière libre. C'est vrai que pour les agents et les salariés, donc, tout d'abord, c'est s'informer sur le cancer. Donc, nous, on a fait, vous avez mis à peu près 25 interventions. Tout à l'heure, je l'évoquais, octobre n'a pas été assez long, donc on a débordé un petit peu sur début novembre. Et donc, on a sensibilisé à peu près 250 personnes. Et on voit que les questions, en fait, c'est voilà, des questions toutes, c'est quoi le cancer? Comment est-ce qu'on peut l'attraper? Est-ce que ça nous tombe dessus? Et puis après, on a d'autres questions, des personnes qui sont déjà un petit peu informées sur le cancer et qui vont aller un petit peu plus loin tiens, j'ai entendu parler de telle technique, tiens, apparemment sur les traitements, voilà, donc ils vont aller un petit peu plus sur d'autres types de questions. Donc on parle, ce que évoquait aussi Laurent, sur les comportements adoptés pour prévenir le cancer, mais là aussi il faut faire de la prévention, pour donner aussi des chiffres, puisque maintenant grâce au registre au niveau de l'Institut du cancer, on peut avoir du coup des chiffres sur les types de cancer et en Polynésie française. Et puis, c'est un temps aussi pour échanger avec un médecin, donc Laurent. Et puis aussi avec les adhérents de l'association. Donc, on a été accompagnés. C'est vrai que des fois, nous, on intervient en tant qu'institut, mais on le fait aussi en binôme avec les associations. Et c'est vraiment très complémentaire. Parce que, voilà, il y a souvent des questions aussi. Et on se rend compte que les salariés, les agents, eux n'ont pas forcément été touchés par un cancer, mais souvent ils ont quelqu'un de leur famille qui a été touché par un cancer, ou alors ils ont connu ça aussi avec un papa, une maman. Et donc, voilà, pour eux, c'est un moment en fait de pouvoir échanger et de s'informer. Ensuite, donc, sur les événements, donc ça, c'est des partenariats qui ont été consolidés avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, pour les événements, donc, soit on est coporteur. Donc là, j'ai mis le lancement qui avait eu lieu du coup à l'Assemblée de Polynésie française, où
Du coup, il y a eu donc le vernissage de l'exposition. Je vois qu'elle a tourné, hein, surtout au mois d'octobre, elle continue à tourner. On a eu, nous, en tout cas, des très bons retours. Donc là, c'était un partenariat lors de ce lancement avec aussi, il y avait la direction de la santé, il y avait d'autres associations qui étaient également présentes, il y avait aussi des ateliers. Donc c'était vraiment une journée complète. Et puis on avait aussi un partenariat avec des étudiants du lycée Diadème, qui ont aussi questionné les personnes qui étaient présentes par rapport à leur comportement. Donc là, c'est le bac des petits paniers aussi. Donc ça, l'ICPF était également partenaire. Donc là, le tournoi international de rugby à 7. Donc l'ICPF, du coup, est souvent partenaire sur des événements sportifs. Donc l'année dernière, c'était par exemple le VAA. Et là, du coup, cette année, donc, on a été partenaire donc, pour ce tournoi international qui regroupait en fait des Je pourrais également évoquer la vaccination contre le papillomavirus, puisqu'on a lancé une campagne au mois de juin dernier. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir sensibiliser à la vaccination. Donc là, c'est encore une autre type d'intervention. On a été sollicité, et Amazon Pacific également, pour intervenir auprès des lycéens, auprès des collégiens, donc pour parler du cancer. Donc c'est vrai qu'on adapte aussi notre discours, on ne peut pas parler de la même façon. Rencontre sur une durée à peu près d'1 heure. Voilà. Et donc là, je vous ai mis, on a été sollicité par rapport au cross scolaire. Donc, c'est quelque chose que font tous les collégiens et les lycéens. Donc là, c'était sur la période octobre. Bon, là, il y a de décembre. Mais du coup, voilà, on est aussi intervenu, donc Laurent, pour évoquer ce qu'était le cancer. Et c'est vrai que là, les adolescents se disent, voilà, je sais pourquoi je cours, qu'est-ce que je soutiens. C'est aussi important de véhiculer ce message. Et donc, on a aussi un partenariat avec les infirmières scolaires, qui pour nous sont aussi le relais de l'établissement. Donc là, c'était encore une autre intervention. On a été vraiment partout. Et donc, sur les partenaires, donc nous, du coup, on n'est pas tout seul. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure et c'est ce que je disais en introduction. Donc, on travaille avec toutes les associations, avec les communes, les communautés religieuses, les lycées, les collèges. Le CHPF aussi, le l'ICPF a tenu un stand au sein du CHPF également, et puis la direction de la santé. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Voilà, là, on est au CHPF, là, c'était avec la direction de la santé. Et là, c'était Je vais laisser la parole du coup à Marie-Christine pour évoquer les actions d'Amazon Pacific. Je n'ai pas préparé de PowerPoint. Alors, sur Octobre cette année, un petit peu comme les années précédentes, on a été très, très sollicités. C'est vrai que c'est important pour nous de réfléchir un petit peu à communiquer avec les différents partenaires, de façon à ce que nous, on ne soit pas trop submergés, qu'on puisse répondre aux demandes. Donc, on est intervenu un petit peu dans tout type d'établissements, des établissements scolaires, en entreprise, dans des collèges, dans des lycées, pour sensibiliser les communautés religieuses également. Notre événement phare cette année, c'était l'exposition photo. Donc, avec le lancement, pour nous, c'était une première, avec un premier événement, l'exposition photo, donc, qui a été très percutante. Et cette exposition photo, donc, c'était au niveau de l'Assemblée. Ensuite, on est parti au Contiquely, au CHPF. Et avant, c'était à DGAE. Et là, en ce moment, il y a 3 tableaux de Justine qui sont au musée de Tahiti, qui ont été sélectionnés sur une grande exposition avec énormément de professionnels de photographes. Donc, c'est un grand succès pour ces photos. L'objectif, c'est de faire tourner cette exposition photo dans les différentes îles. Donc, on verra l'année prochaine comment on va s'organiser. L'objectif pour nous, ce qui est très important, c'est d'arriver à se préserver. On est certes très sollicité, mais il faut qu'on pense à se préserver. Donc, un partenariat à avoir effectivement avec l'ICPF, de façon à mutualiser nos interventions
une intervention si on est deux intervenants, et ça nous ménage également. Donc, avec l'Institut de Cancer, on fera un petit récap d'ici la fin du mois d'octobre pour un petit peu cibler, orienter, peut-être recontacter tous les différents partenaires et puis essayer d'anticiper. Et puis, ceux qu'on n'a pas pu contacter, leur dire que le cancer, ce n'est pas que le mois d'octobre, c'est toute l'année. Donc voilà, peut-être essayer de cadencer un petit peu plus nos actions. Merci à toutes les Amazones, merci à tout le monde de nous avoir accompagnés, parce que donc il fallait monter, descendre, c'était très fatigant, mais en fait on se laisse prendre au jeu parce que c'est l'interaction avec le public, et on se rend effectivement compte que voilà, notre présence et l'information, ce que l'on va véhiculer est très importante, et les gens sont demandeurs. Et le fait que ce soit des patients qui parlent à un citoyen, eh ben c'est un message qui passe bien, parce que ça peut être toi demain. Et coupler nos interventions avec l'Institut du Cancer, ça permet vraiment d'avoir des moments de qualité pour l'ensemble des personnes. Là, Octobre Rose, en fait, n'est pas terminé, parce qu'on continue. On continue, et puis il y a encore des interventions. Là, cette semaine, on était à la Banque de Polynésie qui a institué une semaine du handicap, parce qu'ils ont, dans l'entreprise, ont développé des actions sur le handicap. Et puis là, la semaine prochaine, on sera encore peut-être à l'aviation civile. Donc on a encore sollicité. Voilà. Donc pour nous, en interne, ce qu'il faut penser, c'est l'année prochaine pouvoir se structurer. Qu'on puisse former un petit peu les équipes, parce que là, on a été un petit peu débordés. Former les équipes pour qu'on puisse se déplacer à plusieurs endroits, et puis surtout se préserver. Le maître mot pour nous, c'est se préserver, certes communiquer, mais se préserver. Voilà. Donc un petit peu comme retour. Je vais laisser Laurent terminer, et puis après on fera un petit échange, moment débat. Comme ça, chacune, on pourra donner notre ressenti sur Octobre Rose. D'accord ? Pardon. Alors, sur les médias, merci beaucoup. Sur les médias. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, durant tout le mois d'octobre, on est toujours sollicité. C'est un bon relais, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, voilà, il y a quand même une très bonne communication. Mais au niveau de l'Institut Cancer, il y a un service communication. Donc, voilà, qui est très, très sollicité durant ce mois. Donc, voilà, pour vous dire que les médias, ils jouent le jeu aussi avec nous, et pour sensibiliser la population. Alors, du coup, je vais finir en fait sur notre projet Terre Monaterre. Je pense que vous en avez peut-être tout le temps entendu parler, donc Transport Rose. Donc, du coup, en fait, c'est un projet qui a été initié il y a 3 ans maintenant, et donc qui est en partenariat avec les communes et les radiologues, où on propose en fait de bloquer une matinée chez le radiologue pour que des femmes en fait puissent venir faire leur mammographie. Donc, comment sont contactées ces femmes? En fait, directement par les communes, qui vont donc contacter les femmes qui sont éligibles au dépistage. Donc, on a reconduit en fait ce projet-là en 2024 sur le mois d'octobre. Donc, je vous ai mis ici les objectifs initiaux qui avaient été définis il y a maintenant 3 ans lors de la mise en place de ce projet. Donc, organiser et accompagner la démarche de dépistage, soulager les difficultés de transport, puisque en fait, ce qui avait été évoqué, c'est que les femmes avaient du mal à se déplacer jusque chez le radiologue, entre leur lieu de vie et puis le lieu d'examen. Favoriser aussi les effets positifs du groupe. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Souvent, les femmes, elles ont un petit peu peur d'aller toutes seules chez le radiologue. Et là, le fait d'être en groupe avec quelqu'un qu'on connaît, c'est plus facile. Voilà, on se dit, bon, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais au moins, je vais du coup avec une amie ou quelqu'un que je connais. Et puis, des fois, les personnes connaissent aussi l'agent de la commune qui les a contactés pour participer à cette matinée. J'avais mis quelques chiffres du coup sur 2024. Attends. Merci. Non, avant. Non, ça. Merci. Ok.
Donc, sur le taux de participation, donc on est à peu près identique à 2023, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de 8,5 femmes qui participent à nos matinées. On a mobilisé 6 communes du coup cette année, donc pour cette matinée, puisqu'il y avait en fait 2 matinées qui étaient organisées sur Papeete, à Gardela et à Baufeil. Et sinon, donc, on est allé à Pirée, et puis à Moréa, à Rayatea, et puis à Bora. Voilà. Il faut savoir, donc, on a fait un questionnaire, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a en fait 31% des femmes qui ont participé, donc c'était la première mammographie. C'était leur première mammographie et elles avaient beaucoup plus que 50 ans. Ouais. Elles avaient raté les premières mammographies. Ouais. On leur a posé la question, est-ce que si le dispositif n'avait pas été mis en place, est-ce que vous auriez parce que tu aurais pris un rendez-vous toute seule? Et donc, à 51%, elles nous ont dit non. À 49% qui nous ont dit oui, et 51% qui nous ont dit. Ensuite, est-ce que tu connais Octobre Rose et sa signification? Il y a 46% qui nous ont dit non. Donc, comme quoi, on doit encore sensibiliser, évoquer, voilà, parce que c'est vrai que nous, on est dedans. Donc, des fois, on ne se rend pas compte. Nous, Octobre Rose, on en fait tout le mois d'octobre, voilà. Mais pour les personnes qui sont en dehors, même si on communique, même si on informe, même si on sensibilise, on se déplace sur le terrain, voilà, on a quand même, en fait, des personnes qui... Et puis, on leur a demandé également, est-ce que tu as un suivi gynécologique? Et donc, à 65%, elles n'avaient pas de suivi gynécologique. Elles ont pu en avoir avant, dans le passé, souvent pour les femmes qui ont des enfants. Et puis, à un moment, ça s'est arrêté. Alors, ça, je voulais juste vous mettre, en fait, c'est des nouveaux outils. On a eu la chance d'accueillir une stagiaire, donc Solène. Voilà, j'espère qu'elle regardera l'enregistrement, Solène. Donc, en fait, qui nous a proposé des nouveaux supports et des nouveaux outils, en fait, dans le cadre de Tarona Terre. Donc là, c'était en fait la BD Mammo, donc en fait, avant que les femmes aillent à la mammo, le matin, on les accueille, bien sûr, on fait un petit café d'accueil, un petit peu d'accueil. Et donc, on pouvait comme ça leur expliquer, Laurent, du coup, leur expliquer voilà, ce qu'elles allaient en fait avoir, surtout pour les personnes qui n'avaient jamais fait de mammographie. Donc ça, c'était une BD Mammo qu'on a laissée du coup chez le cardiologue. Et puis, elle a créé un petit carnet de suivi. Donc ça, c'était aussi, on s'était rendu compte que les années précédentes, finalement, les femmes venaient à la matinée, elles avaient en fait des goodies, leurs t-shirts, ça, mais il n'y avait pas forcément en fait de documents qui leur étaient transmis. Donc, du coup, il y a eu un carnet de suivi qui a été créé, où elles mettaient leur nom, leur prénom, vraiment très individualisé, où elles mettaient en fait la date où elles avaient fait leur mammographie, quand devait normalement se dérouler donc, la prochaine. Et puis, on expliquait voilà, le titre sous toutes ses formes. On reprenait aussi ce qui était la mammographie. Et puis, surtout, elles pouvaient noter un petit peu leurs impressions par rapport à la matinée. L'objectif, c'était aussi que quand elles vont revenir chez elles, qu'elles puissent le montrer à leur entourage, à d'autres femmes également. Tiens, voilà, j'ai fait cette matinée, regarde ce qu'on a fait. Voilà, c'était vraiment l'objectif aussi de ce carnet de suivi. Donc, on a eu plutôt un bon retour. Et puis, le petit plus aussi, c'est qu'elle pouvait se prendre en photo. Et puis, tout de suite, en fait, la photo était imprimée. Donc, comme ça, elle pouvait aussi le coller sur le carnet de suivi avec les autres femmes qui avaient participé. Ou l'animateur en activité physique adaptée, d'ailleurs. C'était super en plus. Exactement. Alors, sur les premiers éléments d'analyse pour le projet en 2025, donc je vous ai repris en fait les objectifs initiaux. Donc, ce qui avait déjà été évoqué en début d'année 2024, c'était de déployer le dispositif sur toute l'année. Tout à l'heure, Laurent va vous parler des chiffres, des mammographies. On voit qu'il y a un pic sur le mois d'octobre. L'objectif, c'est que ce pic-là, en fait, ça devienne une ligne sur toute l'année. C'est ce que tu disais aussi, Marie-Christine, c'est de communiquer comme quoi on fait sa mammographie toute l'année, même quand ce n'est pas octobre. Privilégier les primo-mammographies, c'est ce qu'on s'était dit aussi, parce qu'on a accueilli des femmes qui étaient quand même un peu dans une démarche de se dire oui, j'ai fait ma mammographie il y a 2 ans, je sais qu'il faut que je la fasse, voilà, qui avaient déjà ces informations-là, qui individuellement, du coup, seraient allés faire leur mammographie. Donc là, ce serait bénéfique peut-être de privilégier les personnes qui n'ont jamais fait de mammographie. Ou alors celles de plus de 5 ans qui n'ont pas fait de mammographie depuis 5 ans. Privilégier aussi les femmes qui sont en dehors d'un parcours de santé. À la base, l'objectif, c'était de cibler les quartiers prioritaires.
hein, des personnes qui sont vraiment éloignées, hein, qui n'ont pas de TOT, qui ne rencontrent pas forcément d'infirmières, de sages-femmes, qui ne se rendent pas dispensaires. Donc, c'était peut-être un petit peu ciblé sur ces femmes-là. Et puis, c'était aussi de former les agents de promotion en santé, les responsables de service, sur la démarche d'intérêt. Donc, ça, ce serait un souhait, en fait, qu'on a. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont en contact direct avec les femmes. Hein, et donc, on se dit que, si eux, quand ils appellent les femmes, ils savent exactement ce qu'est le cancer, pourquoi est-ce que c'est important de faire sa mammographie, et ils auront aussi tous les outils, en tout cas, pour informer les femmes. Alors, sur soulager les difficultés de transport, donc ça, c'était aussi un objectif initial. En fait, on s'est rendu compte que certaines femmes se déplaçaient par elles-mêmes. Hein, donc, du coup, il y en a 40% qui n'ont pas utilisé le transport qui était proposé par la commune, soit parce qu'elles étaient à côté, soit parce qu'elles avaient un véhicule, ou alors elles se sont fait véhiculer. Donc là, c'est à mettre en lien avec le public cible, hein, qu'on avait tout à l'heure sur les minibus, hein, ne peuvent accueillir que 8 femmes. Des fois, ils ne peuvent pas faire en fait d'aller-retour pour aller chercher d'autres femmes. Et on a aussi les radiologues qui disent moi, à 8, sur la matinée, je ne peux pas accueillir plus de femmes. D'où l'important de le faire sur toute l'année aussi. Favoriser les effets positifs du groupe, ça, on en a parlé tout à l'heure. Diminuer l'anxiété. Donc, les années précédentes, il y avait des activités culturelles qui étaient proposées. On l'a encore fait cette année sur Bora et Rayatea. Et là, en fait, cette année, on a axé sur l'activité physique adaptée. Et on s'est dit, en fait, parce que c'était quelque chose qui était peu connu des participantes, et on est vraiment en lien avec le facteur protecteur de lutte contre le cancer qu'on évoque dans le cadre de la prévention. Et ça a été très apprécié, parce que les femmes nous ont dit, c'est vrai que les ateliers de tressage, oui, je peux en faire dans mes autres activités. Par contre, l'activité physique adaptée, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et en plus, on a eu un animateur aussi qui était vraiment... qui s'est aussi transmettre sa passion, je pense. Et donc, donc ça a été très apprécié. C'était un atelier de bonne humeur. En fait. Ouais, c'était et rire sans arrêt. Voilà. Et donc, l'animateur était vraiment très performant. Et donc, pour celles qui avaient un peu de stress avant d'aller faire leur mammographie, du coup, voilà. Et puis, on a fait aussi l'automassage. Et puis, on a fait aussi l'automassage qui était aussi très apprécié. Et puis l'entretien, du coup, avec un professionnel de santé pour parler un petit peu de manière plus globale de sa santé, ça a été aussi apprécié. Et puis, donc, sur le dernier objectif, donc favoriser la participation au dépistage. Donc, ça, on l'avait aussi évoqué en début d'année, c'est la mise en place d'un marinage, d'où aussi le carnet de suivi, hein, puisque l'objectif, c'est de dire les personnes, les femmes qui ont participé cette année, il faudra peut-être mariner quelqu'un l'année prochaine, celles qui ont participé l'année dernière, peut-être qu'on peut les recontacter pour voir, est-ce que tu connais une femme qui pourrait participer. Et puis aussi, étendre le partenariat, c'est vrai que là, on s'appuie beaucoup sur les communes et on s'est dit que les communautés religieuses aussi peuvent être un relais auprès des femmes. Et là, samedi prochain, on est encore invité en fait pour intervenir. On l'a déjà été cette année. Donc voilà, on se dit que peut-être étendre le partenariat auprès des communautés. Merci. Et puis, je vais repasser la parole à Laurent. Alors, donc moi, avant de venir ici, j'avais entendu parler d'Octobre Rose, mais je n'avais pas idée du retentissement que pouvait avoir Octobre Rose sur le nombre de mammographies. Et donc là, quand j'ai vu les chiffres, ça m'a quand même surpris. Donc là, c'est 2021, 2022. Vous voyez que là, en 2021 et 2022, il y a un pic au mois d'octobre. On passe de 500 en moyenne à 800. Et donc, les années précédentes, ça se poursuivait un peu en novembre et en décembre. C'est peut-être que les radiologues n'avaient pas de créneau à ce moment-là et que c'est l'effet qui a continué. L'année dernière, c'est monté jusqu'à 900 au mois d'octobre. Mais ça s'est arrêté après. Et on a un pic au mois de mars, je ne sais pas pourquoi.
trouver une hypothèse. La journée du cancer au mois de février. Moi, c'était plus de me dire qu'il y a peut-être l'effet d'Octobre Rose, qu'après, il y a les congés, que les gens, du coup, de temps qu'ils prennent le rendez-vous, qu'ils aient le rendez-vous. Ouais. Peut-être que, voilà. Ça décale. Ouais, ça fait loin. Ça décale. Bon, on le retrouve en 2021, donc on le retrouve en 2023. Il y a des vacances scolaires quand même d'un mois, si tu veux. Mais bon. Mais après, Mais bon, octobre, ça m'a un peu scotché qu'en octobre, on double quasiment le nombre de mammographies. Parce que la journée du cancer est début février. Début quand même. février, ouais. Alors, mais Ouais, mars, c'est un point d'interrogation, mais Ouais. bon, ce qui nous concerne, octobre, c'est efficace sur le nombre de mammographies. Et donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est que ce pic, si on est capable de l'absorber au mois d'octobre, et les radiologues sont d'accord pour refaire des séances sur d'autres mois, on devrait pouvoir augmenter notre nombre de mammographies sur les autres mois. D'où l'espoir qu'on puisse, en dehors d'octobre, faire monter les chiffres. Les rendez-vous sont peut-être vite pris parce que, bon, quand même, 900 Bah oui, c'est ça. c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de délai. Mm. Début octobre, les filles, elles entendent parler mammographie, elles prennent rendez-vous. Là, on n'a aucun problème auprès des radiologues. Ils nous disent on peut doubler notre chiffre sans problème. Sauf à un seul endroit, enfin 2 endroits. Mm. C'est le CHPF qui nous disent on n'a plus de radiologue, donc rendez-vous c'est à 6 mois. Et à Rayatea, où il n'y avait qu'une seule radiologue, qui nous a dit moi, mon prochain rendez-vous pour une mammo, c'est au mois de mars. Donc, Ah bah voilà, pourquoi. c'est pour ça que, du coup, Ça t'explique. Voilà. c'est que Rayatea au mois de mars. Ouais. Voilà, donc le frein, il ne vient pas au niveau des radiologues. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de motiver les femmes autres dans les autres mois que le mois d'octobre. Donc, je compte sur vous pour nous donner les Alors, Octobre Rose 2050. On va aller voir un peu. Tout à fait. En fait, ça a eu lieu le 22 octobre 2024. D'accord. C'est un colloque qui a eu comme motif donc, d'agir sur les causes environnementales du cancer du sein. Parce que de plus en plus, on parle de ces causes environnementales. Puisqu'il y a des femmes jeunes qui n'ont aucun des facteurs de risque qu'on a évoqués, qui ont quand même des cancers du sein. Et on se pose plein de questions sur ce que je vais vous dire maintenant, l'exposome. Et donc, ça a eu lieu à Paris, parce que ça a eu lieu au moment où on a publié les résultats des taux de cancer du sein, et la France était devenue le pays ayant le plus haut taux de cancer du sein. Et Paris avait même 15% de taux en plus que la France. Donc, ce nombre très élevé de cancer de sein ne peut pas s'expliquer uniquement par le vieillissement de la population, ni par le dépistage. Il y a autre chose en plus. Donc, leur conclusion, c'était qu'après 30 ans de campagne, il fallait donc commencer à intégrer les facteurs environnementaux. Donc, parce qu'on fait des sensibilisations sur les facteurs de risque individuels. Et puis, donc, on sait maintenant que la pollution de l'air intérieur, de l'air extérieur, l'alimentation ultra transformée, les pesticides, les plastiques, tout ça, ça peut avoir une influence. Et donc, non, tu peux revenir. J'ai juste un. Voilà. Et l'impact peut être transgénérationnel. C'est-à-dire qu'une exposition chez une femme enceinte, ça va toucher l'enfant qui va naître après. Une exposition pendant la puberté, ça va avoir des retentissements 20 ans après. Donc, c'est pas. Ça peut mettre beaucoup de temps, mais il y a des périodes où ces expositions aux polluants sont vraiment néfastes. Donc, il y a plus de 920 substances qui seraient impliquées dans le cancer du sein. Donc, l'exposome, c'est l'ensemble de toutes les expositions qu'on va recevoir pendant notre vie.
Donc, il y a un environnement externe, donc c'est l'environnement urbain. Pourquoi il y a plus de cancers à Paris? C'est le stress. On sait maintenant que le stress augmente le risque de cancer du sein, les rayonnements ionisants, le climat, les espaces verts. Environnement général externe. Environnement spécifique externe. Donc, l'alimentation, le tabac, les toxines, les médicaments, les polluants, les cosmétiques. Tout ça, ça peut agir. Et l'environnement interne, il y a des études qui sont faites sur le microbiote intestinal, qui n'est pas le même chez les femmes qui ont un cancer que chez celles qui n'en ont pas. Donc tout ça, tous ces facteurs peuvent interagir. Et on sait de toute façon que les cancers, c'est un cocktail de causes qui provoquent le cancer. Et donc l'exemple, voilà. Donc, moi, quand je fais mes présentations, j'ai un schéma très simple. J'ai l'âge, l'hérédité et puis les causes comportementales. Voilà. En 2050, ça sera ça, les causes. Donc, il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et là, c'est pendant l'enfance et l'adolescence, en pré- et post-ménopause, en prénatal. C'est les périodes cibles où ces expositions peuvent être encore plus néfastes. Donc, il y a les phtalates, donc c'est des polluants éternels. C'est ce qu'il y a dans les poils Tefal. Donc, dès qu'on a voulu interdire les phtalates, tous les employés de Tefal sont descendus dans la rue et donc ça n'a pas été interdit, quoi. Donc le but de ce colloque, c'était de sensibiliser donc, surtout les politiques et les décideurs pour qu'on puisse agir sur ces polluants, en sachant qu'on on connaît que la face immergée de l'iceberg. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, puisque en toxicologie, pour caractériser quelque chose en disant qu'elle est carcinogène, il faut beaucoup d'années et beaucoup de preuves. Donc, on a des suspicions, mais avant qu'on dise c'est vraiment quelque chose qui est cancérigène, donc il faut du temps. Alors, Octobre Rose, donc le rendez-vous grand public, on va dire que c'est une victoire. Et par contre, il y a plein de controverses qui surviennent avec des gens qui ne sont pas contents pour de multiples raisons. Donc, ils disent oui, je ne vois pas pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas fumer, alors que si on veut fumer, on a le droit de fumer. Pourquoi l'État commercialise le tabac? Donc, pourquoi vous venez nous dire qu'il ne faut pas fumer? C'est la liberté individuelle. Donc, il y a plein de choses. Et pourquoi toutes les femmes font la même chose? Et pourquoi on ne fait pas un calcul de mon risque à moi pour commencer les dépistages plus tôt? Et voilà, tout ça, c'est des choses qui reviennent, qui sont mises en débat. Alors, et en plus, donc, il y a des gens qui disent Octobre Rose, c'est l'overdose. On en a ras-le-bol parce qu'il y a trop, c'est purement commercial et c'est pas informatif. Voilà. Donc, j'ai regardé sur Internet. C'était pas un exemple polynésien, c'est un exemple français que j'ai trouvé. 2 exemples français qui posent question. Et voilà. Le cocktail rose du bar Le Dôme, avec du gin et plein de liqueurs, en sachant que l'alcool, c'est 8%, même si l'OMS a oublié. Et les burgers roses de Bocuse Original Comptoir, en sachant que l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, c'est 5,4%. Donc, voilà. Donc, ça fait partie de ce qu'ils appellent maintenant le pinkwashing. Et donc, il faut nous qu'on en tienne compte pour pas qu'on puisse répondre à ces critiques. Donc, c'est des patientes qui ont dit oui. Donc, le mois d'octobre, c'est un mois particulièrement difficile pour nous parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Ça ravive
un stress. Et puis, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que les histoires, les belles histoires qui sont mises en avant et que Octobre Rose, c'est pas forcément rose et ça peut être des moments très compliqués. Et puis, bon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le cancer du sein dure 365 jours par an, pas 31. Donc, on s'arrête après octobre alors qu'on devrait sensibiliser toute l'année. Donc, contre le pinkwashing, donc une meilleure information de façon désangoissée, neutre et objective. Ça, c'est compliqué à faire, mais c'est qu'on essaie de faire. Ce qui est reproché, c'est qu'on ne soit pas assez informatif. Donc, donner encore plus d'informations, sachant que c'est compliqué de donner des informations simples et de ne pas angoisser les gens avec des informations qui peuvent être prises de façon. Donc là, la conclusion de l'article, c'était une meilleure information sur les cancers du sein de façon désangoissée, neutre et objective. L'année prochaine. Hein. Donc, on a vu que vous êtes débordés, nous aussi. Il y a une demande largement supérieure à l'offre. Il y a des gens en plus qui se réveillent le 20 octobre en disant « Ah, je veux faire une action dans 3 jours. Est-ce que vous êtes disponible ?» On va essayer, mais c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, encore merci pour nos collaborations passées et à venir. Et puis, donc, on va réfléchir pour 2025 comment on peut s'organiser au mieux ensemble.